Bonjour, pour tous ceux qui connaissent Bordeaux Sud, Bègles et Florac, depuis quelques années, beaucoup d'immeubles ont poussé comme des petits champignons. Tout ça, on le doit à l'EPA, c'est l'établissement public d'aménagement Euratlantique qui est ici et qui fait donc le portage de ce projet. Pour piloter ce projet, ce grand bateau, il faut un capitaine. Mais ici, pour le cas, c'est une capitaine, Valérie Lazec. Bonjour, Bonjour. Valérie. Qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Valérie Lazec, j'ai 47 ans, je suis fonctionnaire du ministère de l'écologie, la transition écologique aujourd'hui. Je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants qui sont restés avec leur papa à Paris pendant que, effectivement, sur la durée de mon mandat, je pilote ce paquebot Euratlantique. Ça veut dire que vous faites des allers-retours incessants entre Paris et Bordeaux? Alors, c'est le week-end, eux qui me rejoignent ou moi qui remonte, mais effectivement, c'est un peu notre vie, et depuis un certain temps la mienne, de toute façon. Oui, parce que quand on voit votre parcours d'études d'abord, puis professionnel, il est plus qu'intense. Alors, je suis peut-être d'un tempérament actif, et en tout cas, effectivement, c'est ça que je recherche. J'aurais trop peur de m'ennuyer. Mais je suis effectivement du Nord à la base, donc j'ai fait mes études à Lille. Et j'ai passé les concours de la fonction publique après une prépa veto. Donc, voilà, ah oui, on passe de l'animal à l'humain. C'est ça. Et du coup, j'ai rejoint l'administration et donc le ministère de l'équipement, où j'ai eu plusieurs postes successivement, mais toujours liés à l'urbanisme, l'environnement, parce que c'est des sujets passionnants et que voilà, j'ai travaillé d'abord à la conception des politiques publiques dans un ministère, donc la direction de l'urbanisme travaille sur le logement, la construction et l'aménagement. Et donc à l'époque, je me suis occupée du Grenelle de l'environnement. J'ai travaillé sur les écoquartiers et déjà la ville durable, c'était le sujet central. Ça l'est devenu encore plus à mon passage en cabinet ministériel, donc aux côtés des ministres. Là, j'ai travaillé sur les projets de loi, mobilisation du foncier public pour construire du logement et pour travailler aussi sur la performance énergétique des bâtiments. C'était déjà un sujet en 2012-2014. Et puis, quand on fait beaucoup de conception des politiques publiques, on a envie de passer de l'autre côté et de les mettre en œuvre. Et c'est ce qui m'a valu de candidater sur un premier poste où j'ai dirigé un établissement public qui s'occupait de restructuration de commerce dans les quartiers de la politique de la ville. Donc là, c'est effectivement un métier de promoteur d'immobilier commercial, justement pour éviter que les habitants se retrouvent sans solution, sans commerce de proximité. Et dans ces cas-là, l'État intervient, investit et voilà, construit. C'était déjà effectivement un métier opérationnel. Dans votre parcours, j'ai vu que vous êtes passé par l'ENA un petit peu. Alors j'ai fait un cycle de hautes études sur la dimension européenne, donc c'était une session courte, avec des publics variés, publics et privés. Il y avait des journalistes, il y avait des professionnels de l'immobilier, mais aussi des fonctionnaires. Et donc l'intérêt étant de discuter entre auditeurs des sujets qui faisaient l'actualité, les enjeux du moment à l'échelle européenne. Alors quand on voit votre parcours, je reviens, vous faites 2 ans ici, 2 ans ailleurs, toujours sous le ministère du logement, et puis vous arrivez ici à Bordeaux. Alors comment on fait pour arriver ici à Euratlantique? Est-ce qu'on tape aux portes pour dire je veux le poste ou naturellement quelqu'un vous le propose? On candidate au poste. Effectivement, c'est des avis publics de vacances. Le poste est devenu vacant. Il se trouve que, voilà, travaillant à la direction de l'urbanisme, je connais les établissements publics d'aménagement, les établissements publics fonciers. J'en ai eu la tutelle à un moment donné, donc je sais à quel point c'est des postes intéressants. C'était vous la chef? Non, c'est moi qui accompagnais le pilotage à l'échelle ministérielle de leur mission. Et donc chacun ensuite, avec son périmètre, travaille concrètement sur le territoire. Et j'avais du coup envie de travailler très concrètement sur ce territoire de Bordeaux. Donc j'ai candidaté, il y avait un jury, la sélection est très sérieuse. Sûrement, oui. Vous étiez nombreux? Je ne saurais pas dire, ça se fait en plusieurs étapes. Il y en a 5 ou 6 qui ont été auditionnés comme moi.
Et puis j'ai rencontré la préfète, les élus locaux, parce qu'on travaille sur un territoire, et donc les élus, c'est des personnes forcément incontournables, hein, on va travailler avec elles. Donc on a échangé, voilà, il se trouve que j'ai été retenue. Les élus d'ici ont donné leur avis à la décision parisienne? Il y a dans la procédure formelle effectivement un avis des personnes concernées. Effectivement, le préfet et les élus participent à la décision de la ministre, et donc c'est un arrêté de la ministre Emmanuelle Wargon qui me nomme à la tête de l'établissement en août 2021. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Alors donc maintenant Euratlantique, alors comment est venu? Alors Euratlantique, c'est un établissement public d'aménagement. Oui. Ça veut dire que ça appartient à l'État? C'est un établissement public de l'État. Et il y en a quelques-uns en Île-de-France et un peu partout sur les opérations d'intérêt national, justement pour mettre les moyens de l'État aux côtés de ceux des collectivités, parce que le projet est important pour transformer des grands périmètres de la ville avec des complexités particulières qui justifient qu'on mette tous ces moyens ensemble. Une commune ne pourrait pas supporter ce genre de projet? Pas toute seule, ou en tout cas pas avec des enjeux qui demandent justement d'abord une attention et des moyens considérables. Alors, comment est venue l'idée, on peut parler, l'idée d'Euratlantique, c'est ça, c'est donc, on a estimé qu'il y avait un secteur qu'il fallait rénover et moderniser, et c'est comme ça que l'EPA est arrivé? Effectivement, quand le périmètre de la gare était largement constitué de friches ferroviaires, industrielles, et il y avait le projet de faire arriver la LGV à l'époque. On savait que l'arrivée de cette ligne à grande vitesse allait bouleverser l'environnement autour. Donc si on ne faisait rien, s'il n'y avait pas de mécanisme de régulation fort, on risquait d'avoir une forme de surenchère immobilière avec de la spéculation autour de la gare. Et donc la mission de l'EPA, c'est d'organiser, de réguler, de planifier la manière dont on va transformer quartier par quartier tout cet environnement urbain qui est au cœur de la métropole. Donc c'est pour ça que c'est évidemment très important d'avoir un suivi, d'avoir une capacité d'action et de réaction à ces phénomènes de marché qui sont effectivement beaucoup plus porteurs d'augmentation de valeur et de coûts. Et le mécanisme de régulation de l'EPA a effectivement la capacité de juguler tout ça, de travailler dans le détail. L'EPA a été créé pour une durée de 20 ans avec voilà, un projet de capacité d'accueil de 50 000 habitants sur ces 20 années. Des habitants qui vont venir en fait. On est à la moitié du chemin. On est à la moitié du chemin, effectivement. Et le temps que le projet urbain se dessine, se mette en place, aujourd'hui, au bout de 10 ans, on a fait les premières mises en vie des quartiers qui ont été transformés et qui accueillent leurs premiers habitants. Et ça a été largement autour de la gare Saint-Jean. On a ensuite franchi la Garonne pour aménager les secteurs qui étaient en déshérence du côté effectivement du Belvédère. On va traverser la ligne LGV côté Floirac et donc prolonger ces aménagements sur Floirac. Et on reviendra finaliser l'opération sur Bègles, rive gauche, avec l'idée de pacifier cette entrée de ville sud qui reste très routière, alors qu'on est en train justement de réaménager les quais pour étendre en fait le centre-ville de Bordeaux vers le sud et donner un confort de vie aux habitants qui ont rejoint ces quartiers-là. Alors une chose que les gens savent peu, en tout cas dans mon entourage, le pont Simone Veil ne vous appartient pas. Alors il n'y a pas grand-chose qui nous appartient in fine. En fait, on ne fait que passer. On achète les fonciers, on les propose en consultation pour que les promoteurs puissent faire leurs projets avec les bailleurs sociaux, mais aussi des écoles, des équipements publics, des espaces publics qu'on aménage nous-mêmes. Et à la fin, on rétrocède les fonciers publics et les espaces publics aux collectivités, dont c'est la charge. Et effectivement, les bailleurs sociaux deviennent propriétaires de leur logement, les promoteurs les vendent à des investisseurs institutionnels ou des particuliers. Et donc ça fait la ville en fait. Le mécanisme de l'aménageur, en fait, il vient accélérer et travailler dans le temps, définir les espaces, et ensuite il disparaît. Alors, mais pour revenir au pont... Alors le pont, voilà. Du coup, c'est pas nous qui avons assuré la maîtrise d'ouvrage. Ouais, c'est ça.
pas nous qui avons eu la responsabilité des travaux, comme c'est le cas sur le pont Saint-Jean. C'est Bordeaux Métropole qui effectivement a gardé cette compétence. On est vraiment à la limite du périmètre d'Euratlantique. On s'était réparti un peu les rôles comme ça entre nous. Alors en examinant un peu votre site et les projets que vous managez, vous êtes quand même à la pointe de l'écologie, de par votre tutelle, j'allais dire, mais aussi par une volonté d'avoir des bâtiments qui sont en autoproduction, même plus. C'est une volonté personnelle ou c'est une obligation du statut de l'EPA? Logiquement, puisqu'on met des moyens considérables sur cette opération, autant qu'elle soit exemplaire. Et en fait, comme on est sur un périmètre défini sur lequel on a mis des moyens en commun pour avoir une action forte, alors on va aller chercher effectivement de la performance environnementale et donc tester aussi des hypothèses de réglementation améliorées. On va effectivement chercher des certifications sur les bâtiments, les rendre non seulement agréables et de qualité, mais avec des labels qui viennent le vérifier. Sur les espaces verts, c'est la même chose. Il y avait un déficit d'espaces verts, la ville de Bordeaux est très minérale, et en même temps, on sait que la qualité de vie en ville, elle va passer par du confort de respiration, de nature, et on rééquilibre à la faveur de ces zones d'aménagement concerté. Cette ZAC, c'est un outil qui permet de financer des espaces publics en contrepartie des recettes qu'on tire des projets qui vont sortir sur ce territoire. Donc c'est un subtil équilibre avec un modèle économique qui nous permet de végétaliser davantage, d'aller chercher de la performance sur les bâtiments et j'espère du confort de vie pour les habitants. Alors moi je veux par exemple construire un immeuble, je m'approche de vos services et vos services me donnent un cahier des charges à respecter. Vous pouvez faire tant de surface, tant de hauteur, vous devez faire en sorte que le bâtiment soit extrêmement économique en énergie. C'est tout ça qui entre en jeu? Il y a effectivement des mécanismes contractuels très, très forts parce que la gouvernance en a décidé comme ça, avec des règles du jeu qui ont été validées, qui imposent une mixité sociale. Donc le programme de logement, si vous construisez des logements, il accueillera nécessairement des logements sociaux, du logement intermédiaire. Il y a un pourcentage? Il y a un pourcentage défini, quartier par quartier, pour respecter justement les trajectoires et la mixité attendue. On fera plus de logements sociaux à Bordeaux qu'on en fera sur Florac, qui a déjà effectivement suffisamment de logements sociaux. Et on joue sur ces équilibres. L'objectif, c'est en fait de pouvoir accueillir tout le monde, quels que soient ses revenus, parce que c'est ça qui fait la ville. Et c'est justement l'idée de ne pas avoir ni un quartier dortoir, ni un centre d'affaires, mais bien des villes mixtes. Donc en plus des logements, on va s'attacher à ce qu'à côté, on ait des commerces de qualité qui vont servir aux habitants. Des écoles. C'est des petits commerces ou des grands commerces? Nous, on a travaillé la ville du quotidien. Donc c'est plutôt des commerces de proximité qui servent à la vie quotidienne. Donc la pharmacie, la boulangerie, la supérette, exactement. Et ces polarités de quartier, on s'efforce de faire en sorte qu'elles ressemblent au quartier. Et donc on accueille aussi des indépendants, effectivement des gens qui font partie de cet écosystème économique de la ville de Bordeaux. Des cabinets médicaux par exemple? Il y a des locaux dédiés aux professions libérales, médecins, infirmières, encore une fois parce qu'on sait que les habitants en ont besoin et que c'est fondamental dans le choix de l'endroit où on va habiter d'avoir ces services autour de soi et c'est d'autant plus important quand on a des enfants, quand on vieillit. Donc finalement c'est le parcours résidentiel auquel on pense pour que ce soit agréable pour des enfants qui vont aller à la crèche, qui vont aller à l'école ensuite, puis au collège. Donc tous ces parcours-là, on y réfléchit pour que la ville elle soit fluide, elle soit efficace et si possible qu'elle permette à tout le monde d'accéder au cœur de métropole pour éviter ces mouvements pendulaires et l'étalement urbain, parce que ça c'est vraiment préjudiciable dans l'aménagement du territoire girondin. Alors ici, vous nous accueillez dans la maison de projet, oui. qui est magnifique, il y a des maquettes qu'on verra tout à l'heure à l'image qui sont exemplaires. C'est important d'avoir cet outil? Ici, c'est vraiment le lieu d'information privilégié pour tous ceux qui ont besoin de comprendre ce projet, de se renseigner, de celui qui envisage d'acheter et qui a besoin de se faire une idée de à quoi ça va ressembler dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis expliquer aussi
par quoi ça passe, c'est quoi tous ces chantiers, pourquoi effectivement c'est compliqué de construire la ville, quelles sont les contraintes. Avec les maquettes, avec l'outil numérique, avec les médiateurs de la maison du projet, c'est ceux qui font vivre cette maison et qui répondent quotidiennement aux habitants. On a envie, besoin de répondre à ces questionnements et c'est le lieu pour ça. Sur le secteur, il n'y a qu'une seule maison de projet ou il y en a plusieurs? Il y a une maison du projet pour toute l'opération d'intérêt national et ensuite, quartier par quartier, les médiateurs se déplacent, sont accueillis dans des lieux qui sont au cœur de la transformation pour justement répondre aux besoins de proximité. Alors, quand vous démarrez un nouveau projet, est-ce qu'on consulte les habitants locaux? C'est le principe effectivement d'abord réglementaire d'une zone d'aménagement concertée. Elle est concertée aussi avec les habitants. C'est-à-dire, quand vous démarrez un projet, vous n'avez pas déjà pris la décision, si? En fait, on a pris la décision de transformation, mais par contre, la programmation, combien de logements, combien de mètres carrés, tout ça, c'est pas défini. C'est l'objet justement du dossier de création de ZAC de le faire. Et donc, pour arriver à ce moment un peu clé, il y a la concertation préalable, elle est obligatoire. Il y a vraiment des choses qui se passent. Lorsque, dans une réunion publique, les gens disent « Oh non, ça je veux pas, je voudrais ceci, je voudrais cela ». Est-ce que vous en tenez compte ou en fait, quand le projet est ficelé, il passera comme ça? D'abord, il y a besoin d'expliquer effectivement d'où on part, quel est l'état des lieux au départ et quelle est l'ambition à terme. Et après, à nous de construire le chemin pour y arriver. Et effectivement d'expliquer aux habitants dans une logique d'intérêt général. Donc on n'est pas censé répondre aux intérêts particuliers des uns ou des autres, mais par contre accompagner la réflexion de tout le monde pour que ce morceau de ville qu'on est en train de transformer réponde aussi à leurs besoins, à leurs envies, et que le quartier finalement ça rime à l'existant en fait. Donc, il y a des concertations réglementaires et c'est ce qui passe par l'enquête publique, etc., ce qui est assez formalisé, mais on va au-delà parce qu'on organise des balades urbaines, on organise des réunions spécifiques sur les espaces verts, sur la mobilité, et donc on va aller chercher justement et il y a des toutes choses ces étapes qui sont passées, une chose à laquelle vous n'avez pas pensé, et dans cette concertation, vous dites « Ah ouais, ça c'est pas bête, il faudrait peut-être qu'on le fasse ». Alors du coup, moi je suis arrivée au moment où les 2 ZAC existaient déjà et on est en train de créer la 3e. Donc sur la 3e ZAC, c'est effectivement cette recherche d'échange qui est en cours. Et là, tout est à faire. Donc effectivement, on écoute beaucoup, on est très attentif à ce qui se dit. Et une fois que la ZAC est créée, projet par projet, ensuite, il faut expliquer aux riverains qui sont dans les abords comment on va travailler sur ce quartier. Et donc finalement, la concertation, c'est tout au long du projet qu'elle se fait. Et oui, il y a des évolutions de projets qui sont légitimes, qui sont demandées par les élus, avec qui on travaille aussi étroitement, qui sont aussi fonction du contexte économique dans lequel on est. Et aujourd'hui, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est que les ménages ont du mal à obtenir des prêts pour acheter des logements, alors que c'était beaucoup plus facile il y a quelques mois, il y a quelques années. Et donc c'est préoccupant parce que ça remet en cause les équilibres, forcément. Quand vous achetez un terrain pour l'améliorer, faire naître un bâtiment, j'imagine que le propriétaire du terrain se dit « ça c'est une belle aubaine de pouvoir faire une jolie plus-value ». Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous pouvez préempter le terrain et vous dites « non, non, on vous achète ce terrain au prix du marché ». On a effectivement des outils pour réguler les prix du marché. Parce qu'effectivement, quand un morceau de ville se transforme et passe d'une friche polluée à un environnement où demain il y aura une école et un parc, la valeur n'est pas la même et on va créer de la valeur. Et du coup, pour qu'il n'y ait pas de phénomène spéculatif, on a des outils, la préemption, et donc on peut réviser le prix demandé ou obtenu par le propriétaire à la baisse, pour les besoins du projet. Oui. On peut baisser le prix. Oui. Et quand on n'est pas d'accord, parce que ça arrive effectivement, il y a un juge qui va statuer sur le prix final, compte tenu de l'utilité publique de l'opération. Cette utilité publique, elle a été définie au départ et elle a été argumentée, documentée par nous. C'est le métier de l'aménageur que d'aller justement en justifier. Et ça fait partie effectivement de la procédure démocratique qui nous amène à ces situations-là. Alors ici à la maison de projet, donc avec les maquettes qui sont somptueuses, est-ce qu'elles sont mises à jour régulièrement pour dire ça c'est la prévision, ça c'est de l'encours et ça c'est du définitif? C'est exactement ça. Tout ce qui est en blanc sur nos maquettes, c'est quelque chose qu'on ne touchera pas. Tout ce qui est translucide, c'est des projets en cours de définition. Et effectivement, quand on arrive à faire le dessin et qu'on a les grues qui sont positionnées sur la maquette,
c'est qu'on sait quel projet est défini et à quoi ça va ressembler au final. Et donc petit à petit, effectivement, on ajuste la maquette. Donc c'est un projet voilà, de fourmis au long cours. Et il ne vous a pas échappé qu'on a la rive gauche, la rive droite, il nous manque Bègle. Et donc on est en train de définir la future maquette de la ZAC de Bègle qui va venir compléter, il faudra pousser les murs. Alors dans les dossiers que vous avez bien voulu me donner, vous faites aussi des visites de chantier? Oui, on fait des balades urbaines, on fait des visites d'opérations pour inviter justement, une fois que le chantier se termine, les riverains, les habitants autour à comprendre ce qui s'est passé et on les accompagne effectivement dans la mise en vie de ces quartiers. Alors, comment on fait? Nous, on est un peu, à Quétilo un peu particulier parce qu'on reçoit des notes de votre part et des communiqués de presse, donc on sait ce qui va se passer. Mais monsieur tout le monde, comment il sait que tel jour à telle heure, il y aura une visite sur un chantier quelconque? Il y a un magnifique site internet qu'on essaie de tenir à jour et puis les réseaux sociaux qui nous aident beaucoup justement à annoncer ces balades, ces propositions qui sont régulières et pour lesquelles effectivement on s'attache à multiplier les opportunités pour que ça réponde aux besoins de chacun en fait. Donc on fait des choses pour les enfants, on fait des choses avec les plus grands, après le boulot, pour que voilà, on multiplie les occasions finalement de s'intéresser à ce projet. Et il y a du monde qui vient? Et du coup, on ne cherche pas nécessairement à avoir beaucoup de monde, on cherche à multiplier les rendez-vous pour avoir un confort et une qualité de visite qui permet de répondre aux questions. Parce que voilà, on ne le fait pas à la japonaise avec un guide et un bus. Oui. On le fait vraiment plutôt à pied, en prenant le temps, voilà. À pied ou en vélo, avec effectivement les personnes qui savent répondre et qui connaissent les projets. Et ça fait partie de la concertation, ça aussi, ces visites? Ça fait partie de l'accompagnement, là, pour le coup, au long cours du projet. C'est à la fin, ou pendant les travaux, c'est ce qui va participer à la mise en vie, en fait. C'est comment on va rendre ce qui a été un chantier, un morceau de ville vivant, agréable. Alors, là, on en est à la moitié du projet. Oui. Du programme, tout au moins. Il y a des décisions à prendre. Vous êtes fonctionnaire. Il y a des élus locaux, pas forcément de la même couleur politique. Est-ce que c'est difficile comment je peux dire ça, à mettre d'accord. Oui, voilà. Il y a effectivement, chacun a sa légitimité en fait dans le tour de table. L'établissement public, il est dirigé par un conseil d'administration paritaire entre les élus et l'État. Et effectivement, c'est le lieu de la gouvernance de cette opération d'intérêt national où les grandes décisions sont prises et les orientations stratégiques de l'établissement, la feuille de route, elle est calée à ce moment-là. Et ensuite, projet par projet, c'est légitime de les présenter aux élus parce que c'est le territoire sur lequel ils ont un mandat politique, donc forcément leur vision compte. Donc c'est tout ce travail d'aller-retour, d'échange, de conviction. Mon métier, en fait, c'est plutôt un travail de technicien et de lien. Le politique, il va définir le projet en fait, de sa ville. Et donc l'important, c'est de bien traduire la vision dans un projet incarné sur un territoire avec des contraintes. Et c'est ça notre métier, en fait. Qui c'est qui a le dernier mot? Est-ce que vous avez le 49.3? Pour l'instant, toutes les décisions elles ont été prises à l'unanimité au conseil d'administration. Ça veut dire effectivement que ce métier consiste à aussi faire du consensus. Et je suis assez persuadée que la culture du compromis, ça existe et que de temps en temps, il faut faire des choix. Mon travail, c'est d'accompagner ces choix et de les présenter de manière aussi transparente et claire pour que les décisions soient éclairées. Et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui à Loire-Atlantique. S'il y avait un blocage, qui c'est qui prend la décision finale? Je ne pense pas qu'on puisse faire la ville contre le territoire. Donc c'est tellement pas envisageable qu'on n'a jamais imaginé ce cas de figure. Parce qu'on voilà, ne fait pas la ville contre les gens. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'envisage. Alors, vous, ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans que vous êtes là? Un tout petit peu moins, mais oui, 2 ans. J'ai un mandat de 5 ans. Voilà, c'est ça. C'est ma question. Donc, au bout de 5 ans, vous partez ou vous pouvez rester? Je peux éventuellement candidater pour rester, mais effectivement, la question se repose et le ministre en décide, puisque effectivement, ma nomination dépend du ministre du Logement. C'est une volonté de changer ces postes?
En fait, on est un établissement public de mission. Oui. Et donc, de toute façon, c'est un établissement public qui a une durée de vie limitée, qui intervient sur le territoire et qui a vocation à disparaître. Donc, il n'y a pas de logique de carrière. Voilà, je ne vais pas m'attacher au poste avec une volonté de pérenniser le poste. Tant que je suis utile et qu'on considère que je fais bien mon boulot, et que ça marche à tout le monde. Mais au bout de 5 ans, on va se poser la question, est-ce que le ministère va dire bon, elle a fait un super boulot, maintenant il faut remettre du sang neuf pour redynamiser? C'est ça, c'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça doit se passer, me semble-t-il. Ouais. Et dans ce cas-là, vous, qu'est-ce que vous aimeriez comme futur poste? Après, moi, j'aime beaucoup ce que je fais, je trouve que ça a du sens et j'ai besoin de postes qui ont du sens. Et donc, c'est sans doute ce que je chercherai pour la suite. Et puis effectivement, au fur et à mesure des missions que j'ai pu connaître, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai été confrontée à d'autres difficultés et je trouve que c'est ça qui est passionnant dans le métier que je fais. Donc c'est vers ça que je m'orienterai sans doute et puis on verra quels seront les enjeux à ce moment-là. Merci. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Ben, écoutez, moi je vous invite à venir ici à la maison de projet, c'est magnifique. Et puis vous avez un super site internet à consulter pour prendre des rendez-vous pour faire quelques visites. Merci Valérie. Merci à vous. Au revoir.